La semaine du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025 a été très riche en informations, tant au niveau national qu'international. Notre mission ce soir, passer au peigne fin, celles qui ont le plus captivé le public. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue de presse grand format sur l'Intelligent TV. Je vous présente le sommet juste après ceci. Nous sommes le vendredi 28 novembre 2025, plus que 2 jours pour terminer le 11e mois de l'année 2025. Au total, 3 sujets au menu de cette émission. Vous le savez, Charles Blé Goudé, président du COJEP, a accordé une interview le lundi à la nouvelle chaîne ivoirienne. Il a fait des révélations troublantes sur la rupture d'avec Laurent Gbagbo, ancien président de la République, et la division de la gauche ivoirienne. Charles Blé Goudé a-t-il dit la vérité? Nous poserons la question à nos invités sur ce plateau. Nous poserons aussi à nos invités sur ce plateau la question de l'immunité parlementaire du porte-parole du PDCI RDA, Soumaïla Bredoumi. Vous le savez, placé sous mandat de dépôt pour 11 chefs d'accusation. Et en fin d'émission, avec nos invités, nous nous pencherons sur la situation politique en Guinée-Bissau où le président Omaro Sissoko Embalo a été renversé par un coup d'État. Voilà donc pour les principales articulations de cette émission. Pour analyser et commenter ces sujets aussi pertinents les uns que les autres, je reçois 3 confrères journalistes sur ce plateau. Thierry Adama, bonsoir. Oui, bonsoir Khalil. Vous êtes journaliste, directeur de publication de RHTP 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Kofo Jean-Hubert, bonsoir. Bonsoir Khalil. Journaliste, chef du service politique à l'Intelligent d'Abidjan. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et juste à côté de vous, nous avons Michel Beta, journaliste, directeur fondateur du journal Le Bélier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil. Messieurs, merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons entamer tout de suite les discussions juste après cette courte transition que nous propose la régie. Charles Blé Goudé a enfin décidé d'ouvrir les vannes. Invité sur le plateau de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, le président du COJEP a fait des révélations troublantes sur sa rupture avec l'ancien président Laurent Gbagbo et sur la division de la gauche ivoirienne. Messieurs, je vous propose d'écouter cet extrait de son intervention et je prends vos réactions juste après. Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Picasso est en prison. Kone Boubaka est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Derasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais je dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes, ou bien on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe.
Alors, messieurs, ces révélations du leader de l'ex-Galaxie patriotique ont été beaucoup relayées dans la presse, qu'elle soit nationale ou internationale. Par exemple, le quotidien ivoirien L'Avenir, que nous allons voir à l'écran, a écrit à sa grande une du mercredi 26 novembre 2025, invité à NCI, Blé Goudé met le feu dans la gbagosphère, Nadi, Stéphane Kipré et Soro démasqués. Monsieur, cette sortie a-t-elle véritablement mis le feu dans la gbagosphère? Kofo Jean-Hubert. En tout cas, quand moi j'ai vu cette sortie de Charles Blé Goudé, j'ai tout de suite pensé à un règlement de compte. Un règlement de compte, quelqu'un qui fait une sortie pour essayer de piquer ceux avec qui il a des différends. Mais au-delà de ça, moi, je vois plutôt, en tout cas moi c'est mon regard, je vois plutôt quelqu'un qui est en train d'essayer de déplacer un problème. C'est lequel? Moi, je ne connais pas en Côte d'Ivoire un parti politique qu'on appelle le parti de la gauche. Je ne connais pas. Je connais des partis politiques qui disent être des partis de gauche, mais un parti politique qu'on appelle la gauche, là, moi je ne connais pas. Je connais le PPACI, qui est un parti qui est né en 2021, qui dit qu'il est de la gauche. Je connais le COGEP, qui dit être un parti politique, parce que ce qu'on sait, c'est que jusqu'à actuellement, le COGEP n'a pas encore de récépissé. Donc est-ce qu'on doit encore dire que c'est toujours un parti politique, ou si c'est toujours un mouvement politique, on ne sait pas, mais qui dit qu'il est proche de la gauche. Un parti politique, quand il est créé, normalement, ses dirigeants doivent batailler pour que ce parti ait accès de pouvoir. Et j'ai l'impression que Charles Blé Goudé, en fait, ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est quoi, selon vous? C'est peut-être de venir régler des comptes chaque fois qu'il se sent faible. Moi, c'est le constat que moi, j'ai fait. Parce que... Mais il a dit qu'il s'est senti acculé par l'adversaire. Il était au bout, il fallait qu'il parle, sinon son silence. Écoutez, il sera coupable de son Charles Blé Goudé ressort d'une élection présidentielle où il a appelé à soutenir la candidature de Simone Babo. C'est Charles Blé Goudé qui a appelé comme ça. Il a fait un congrès à Yamoussoukro où il a appelé à soutenir la candidature de Simone Babo. Avec Simone Babo, les deux, à la présidentielle, là, ils ont eu 2% de voix. Voilà où le problème se situe aujourd'hui, où on est, aujourd'hui là. Charles Blé Goudé et Simone Babo, ça fait 2% de voix. C'est un problème qui est là. Normalement, un leader politique devait s'asseoir, tirer les leçons de ce que moi j'appelle une déculottée politique, et chercher les voies et moyens pour améliorer ce score-là. Il ne s'agit pas de venir dire, pleurnicher encore, dire que Gbagbo ne me reçoit pas, et que, parce que ce qui se passe, c'est ce qu'il a dénoncé en fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé du siège du FPI, l'ancien siège du FPI, qui serait la maison qui appartiendrait à Nadi Bamba, et que Gbagbo il aurait dit ci, il aurait dit ça. Mais Charles Blé Goudé n'est pas un militant du PPACI. Je ne suis pas un défenseur du PPACI, mais en fait, moi, je suis en train de dire que j'aurais voulu voir Charles Blé Goudé sous un autre angle, en fait. Quelqu'un qui est venu de la CPI, qui a créé son parti politique, un parti politique qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore de récépissé, ça devait être un des combats. Après, le COGEP aujourd'hui a des cadres qui vont aux législatives, par exemple, qui vont aux législatives sous la bannière de candidats indépendants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le SG, M. Straka Patrice, est le candidat ici à Cocody pour les législatives. Il est candidat indépendant, le SG. Je ne sais pas si c'est le directeur du cabinet de Charles Blé Goudé qui est candidat à Guibérois. Il est porte-parole. Il est candidat indépendant. Voilà des points qui, normalement, devraient choquer Charles Blé Goudé pour dire, écoutez, ce n'est pas normal qu'un parti qui a créé en 2021, au même moment que le PPACI, parce que le PPACI est né en 2021, c'était le FPI avec Gbagbo. D'accord. Donc, voilà les problèmes sur lesquels Charles Blé Goudé devait revenir. Plutôt que de venir à une émission, chercher à investiguer ses compagnons d'hier. Mais Charles Blé Goudé, il a toujours dit à qui voulait l'entendre
qui n'est pas un militant du FPI, il n'a jamais été militant du FPI, il n'est pas un militant du PPACI, il ne l'a jamais été. Qu'est-ce qu'il a à chercher dans la cour des autres? D'accord. Thierry Adama, selon vous, Blé Goudé a-t-il dit la vérité? Blé Goudé a-t-il dit la vérité? Bon, je dirais, d'abord, c'est quelque chose qui ne me concerne pas, mais puisque vous me posez la question, je vous la pose en tant que journaliste, oui, observateur exactement. La scène politique. Est-ce qu'il a dit la vérité? Cela dépendra de l'angle sur lequel on se situe. D'abord, il a dit sa part de vérité, mais dire qu'il a dit la vérité, ça c'est une autre chose. Il a dit sa part de vérité. Donc, après lui, il y a eu le ministre Konaté Sidiki. C'est vrai, il n'est pas venu sur un plateau de télé pour s'exprimer, mais il a fait une note pour donner pour donner aussi sociale. Exactement, pour donner aussi sa part de vérité. Donc, dans ce cas, je dirais, il y a plusieurs vérités. Donc, dire que Blé Goudé a dit la vérité, donc ça serait trop osé. Donc, je dirais, il a dit sa part de vérité. Est-ce que vous partagez la une de l'avenir qu'on a vu tout à l'heure où le confrère fait croire que Blé Goudé a mis le feu dans la gbagbo-sphère? Blé Goudé a mis le feu dans la gbagbo-sphère, je dirais oui, et puisque cela a suscité des réactions de part et d'autre. On a vu, la toile a été enflammée depuis sa déclaration et jusqu'à maintenant. Et donc tout le monde en parle. Donc je dirais, sur ce point, il a vraiment mis le feu dans la gbagbo-sphère. D'accord. Peter Michel, oui, sur ce sujet de Charles Blé Goudé, cette sortie de Charles Blé Goudé. Bon, je retiens une seule chose. Blé Goudé, il a un vécu partagé avec le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils ont été tous déportés à La Haye. Ils sont revenus de La Haye. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun fait son chemin. C'est-à-dire Blé Goudé a construit son COGEP, Laurent Gbagbo a reconstruit un PPACI. Donc, la bataille qui doit se jouer entre eux, c'est comment je positionne ce que j'ai créé, comment je fais vivre ce que j'ai créé. Blé Goudé, mon confrère l'a rappelé, il a été à la présidentielle. Contrairement à Laurent Gbagbo qui a été écarté, il a soutenu un candidat. Et aujourd'hui, le résultat est alarmant. Quand vous dites que Blé Goudé a été à la présidentielle, il faut préciser. Il a soutenu un candidat. Laurent Gbagbo l'a pas fait. Laurent Gbagbo l'a pas fait. Et les résultats sont là. Blé Goudé l'a soutenu. On a vu ses résultats. Il est arrivé en 3e position. Donc, tout cela, ça mérite un bilan. Aujourd'hui, il va aux législatives avec près de 20 candidats indépendants. Comment il fait pour gagner? Bon, moi, je dis... En fait, depuis que Blé Goudé est rentré au pays, il n'a pas été cette étincelle politique qu'on attendait là. Il a été plutôt incompris, il est plutôt ambigu et ça prête le flanc à ceux qui pensent qu'il est, comme l'a dit Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RADP, qui dit Blé Goudé est avec nous au propre mot figuré. Quand vous dites que Blé Goudé n'a pas été cette étincelle qu'on attendait, vous voulez nous dire quoi? Non, mais en fait, il portait beaucoup d'espoir. Quel rôle devrait jouer concrètement? Il portait beaucoup d'espoir pour cette jeunesse qu'il avait suivie depuis quand il était le président du COGEP, le président de la Galaxie patriotique. On voyait comment il a réuni la plus grande foule jamais réunie dans ce pays-là, sous sa coupole. Donc, je veux dire, quand tu reviens, c'est cette foule-là encore qu'on doit voir, et à ces rencontres, c'est pas quelque chose d'enflammé. Mais c'est ça, je dis, il n'a pas été cette étincelle politique qu'on attendait de son retour, mais il a été plutôt noyé dans des considérations ambiguës par ses positions, au point que le parti au pouvoir même prétend qu'il est avec eux au point comme au figuré. Aujourd'hui, qui vient déballer des choses qui auraient été dites, parce que certains lui ont apporté la contradiction, des personnes même qui l'a cité, on dit non, Blé, vraiment je ne me reconnais pas dans tes propos. Donc, on ne sait même plus où c'est tout la vérité. Mais je veux dire que c'est pas ce que les Ivoiriens attendent d'un homme politique qui veut grandir. Voilà. Quand tu veux devenir petit, tu poses des petits actes. Quand tu veux grandir, il y a des actes qu'on attend de toi. Il y a des questions essentielles sur la vie de la nation. Je pense pas que c'est ça. Pour vous, ce que Blé Goudé a dit, sa sortie ne le grandit pas. Non, au contraire. Au contraire. En fait, il se présente comme quelqu'un de trahi. Il se présente comme quelqu'un qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur dans sa prise de position en faveur de Laurent Gbagbo. Mais je crois que là, c'était pas son objectif quand il venait créer le COGEP. C'était lui-même de s'affirmer comme acteur politique parce qu'il estime qu'il a été longtemps dans l'ombre du président Laurent Gbagbo. Il faut que lui-même maintenant, il puisse s'exprimer, il ne devait plus venir un peu assis avec Laurent Gbagbo.
Il aurait pu le faire. Si c'était pour toujours bénéficier de l'aura de Laurent Gbagbo. Bon, je crois qu'aujourd'hui, en mettant ce débat-là sur la table, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, mais on descend si bas. D'accord. On descend si bas, parce que là, les Ivoiriens vous attendent. Aujourd'hui, il y a la cherté de la vie. Le RDP dirige le pays des mains de fer, au point qu'on a 1000 personnes en prison. 11 personnes sont décédées du fait d'une élection présidentielle. Donc, quand on a ce tel problème, et puis un peuple qui ne peut plus s'exprimer, au point que même aujourd'hui, la contestation politique est criminalisée. Ou la démocratie est piétinée. Je dis que, en fait, il y a des problèmes tellement sérieux dans ce pays. On va revenir au sujet, Beta Michel. C'est pour dire que, en fait, un acteur politique, si on l'attend, c'est les problèmes qui concernent la nation. D'accord. J'aurais souhaité qu'on pose, répondre aux questions. C'est pas les problèmes c'est encore mieux que de s'aventurer dans des choses qui n'ont pas... Michel. Moi, je pense... Voilà. J'aurais souhaité qu'on peut répondre aux questions. C'est pas moi qui pose la question. Tu laisses à celui qui mène le débat. On revient au sujet. On est revenu au sujet. C'est pas toi qui pose la question. Moi, honnêtement, si moi j'avais un conseil à donner à Charles Goudé, c'est de lui demander de venir tranquillement au PPACI. Non, il faut qu'il intègre le PPACI. Parce qu'apparemment, tout ce qui... Est-ce que justement après cette sortie médiatique, un rapprochement avec Laurent Gbagbo, est-ce que cela est possible après cette sortie médiatique? Non, mais vous voyez que, bon, moi, je ne suis pas au PPACI, je ne suis pas un acteur du PPACI, mais je me dis que ce n'est pas une attitude qui peut encourager un père à s'ouvrir à son fils. Voilà. Moi, je demanderais tranquillement à Charles Goudé de venir au PPACI. Mais vous dites que ce n'est pas une attitude qui peut encourager un père à s'ouvrir au fils. Et là, vous demandez à Blé Goudé d'intégrer le PPACI. Comment il va faire? Mais parce qu'apparemment, tout ce qui se passe au PPACI l'intéresse. Apparemment, tout ce qui se passe au PPACI l'intéresse. Donc, au lieu de rester dans cette affaire de COGEP, là où on ne voit vraiment grand-chose. Voilà. Parce que si jusqu'à actuellement, il n'a pas encore de récépissé, c'est qu'il y a problème. Et s'il y a problème, ça veut dire que en réalité, il est en train de conduire ses partenaires, ses amis, dans une aventure que lui-même ne maîtrise pas. Parce qu'après combien d'années, vous n'avez pas de récépissé, alors que même, je ne sais pas si notre confrère Assalé Temoko, qui a créé son mouvement ADC, a été à des candidats ADC. Voilà. Il y a des petits mouvements qui ont été créés hier et qui ont des candidats. Qu'est-ce qui empêche le COGEP aujourd'hui d'avoir un candidat? Voilà les problèmes sur lesquels Charles Goudé... Mais s'il n'a pas de récépissé, comment il peut avoir des candidats? Non, mais ça veut dire que... Est-ce que cette question de récépissé, justement, c'est pas un problème politique? Parce que... Mais c'est à lui de le résoudre. Justement, c'est ce qu'il doit résoudre ses problèmes politiques. C'est ce qu'il doit régler. Il doit résoudre des problèmes de foyer. Voilà, c'est ce qu'il doit régler au lieu d'aller parler de Nadi Bamba a fait ci, elle sourit comme ça, elle danse comme ci, que Gbagbo l'aime trop. Non, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a tellement de sujets importants actuellement en Côte d'Ivoire sur lesquels on attend Charles Goudé que de nous faire une sortie comme ça. Et puis vous voyez la suite qu'il a fait, il finit de faire sa sortie et après il se retrouve sur les réseaux sociaux dans un campement où il mange directement de la brousse, il mange une papaye, où il dit qu'il est village chez lui. Voilà. Vous voyez que c'est en fait il est en train de nous en fait détourner du vrai sujet qui est le score de 2% qu'il a eu. Et il faut qu'il explique ça. Comment il fait pour, avec ce même propos, ils ont 2% de l'électorat. C'est grave. Et ça, il faut quand même qu'il explique ça. Ou alors qu'il se mette au travail pour arranger ces chiffres-là. Plutôt que de chercher à s'immiscer dans une affaire de privé, Simon Gbagbo, Laurent Gbagbo. C'est trop bas. D'accord. Thierry? Oui. Donc, concernant cette question sur Blé Goudé, moi, je pense que la sortie de Blé Goudé, on doit l'analyser sous l'angle de l'expression d'un amour inachevé. Parce que, je m'explique. Le monsieur, il était proche du président Laurent Gbagbo, mieux que quiconque. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est isolé. Donc, partant sur cette base, il veut vraiment exprimer son amour pour le président Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, il n'arrive pas à le faire. Donc, du coup, il passe par là pour régler ses comptes avec ceux qui ont été, sinon ceux qui sont les acteurs de l'isolement, de son isolement auprès du président Laurent Gbagbo. Donc, cette sortie du président du COGEP a été bien étudiée, non seulement le timing,
mais aussi vraiment le format choisi, Blé Goudé l'a bien fait. Parce qu'il a tapé là où ça fait mal. Le timing, actuellement, le PPACI est en train de traverser une crise. Il a choisi ce timing pour dire qui sont ceux qui sont les vrais auteurs de cette crise. Alors vous dites que le PPACI est en train de traverser une crise. Est-ce que cette sortie enfonce davantage le PPACI selon vous? Justement, en le faisant, Blé Goudé, il n'est pas, c'est un grand acteur de politique, c'est un grand acteur politique. Non, c'est Justement, un vrai acteur. Oui. Ça ressemble à ça, c'est un vrai acteur. Bon, quand je dis acteur, ne vois pas sous l'angle d'un comédien. Politique. Ah, d'accord. Voilà, ne vois pas sous l'angle d'un comédien. Quand je dis un vrai acteur, c'est-à-dire c'est un politique. Il a bien réfléchi. C'est un stratège. C'est un stratège, merci. Il a bien réfléchi avant de faire cette sortie. Et je l'ai bien dit, le format a été bien choisi. Et le timing aussi a été bien choisi. Parce qu'il voulait taper là où ça fait mal. Et dès qu'il a tapé, vous-même vous l'avez constaté. Non, moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui veut faire oublier. Quelque part, on peut dire que ce sont des frustrations, ce sont ses ressentis, il a mis en exergue et autres. Mais il faut reconnaître que le monsieur, il a essayé d'exprimer son amour pour le président Laurent Gbagbo, mais malheureusement, il se trouve qu'il y a un obstacle entre lui et Laurent Gbagbo. Il faudra qu'il mette en lumière ces obstacles, c'est ce qu'il a tenté de faire. Mais qu'est-ce qu'il a cherché? Moi, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il a cherché à rencontrer le président Laurent Gbagbo? Surtout que lui-même, il a dit. Il a toujours dit. C'est son père politique. Non, je viens, attends là. Et est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro cherche à raconter Ouattara? Aujourd'hui, sérieusement. Guillaume Soro, là, au contraire, même Guillaume Soro. Toutes les informations. Non, je viens. Au contraire, même Guillaume Soro, il a dit à qui veut l'entendre. Celui qui qualifie comme son père, là, il a dit qu'il veut le faire sortir tabouret pour lui parler. C'est Guillaume Soro, c'est son papa qui est là, non? Ouais. Il dit que Ouattara, c'est mon père. Mais il a dit, il va le mettre sur un tabouret pour lui parler. C'est Guillaume Soro qui a dit ça. Donc, après, il ne s'est pas répondu. Non, je viens. Donc, quand Charles Goudé nous dit que Gbagbo, c'est son père, ça ne veut pas dire que c'est un père et à qui tu veux forcément faire un baiser. Surtout vous pensez qu'il doit aller à l'affrontement comme non, pas l'affrontement. Moi, je dis que moi j'aurais été à la place de Charles Goudé. Mon père, quand il crée un parti politique, j'adhère. Clairement, par exemple, quand vous voyez... Mais Soro n'a pas adhéré au parti de son père aussi, hein? Non, justement, voilà. Mais c'est la rupture. Justement, c'est la rupture. Donc en fait, quand tu es parti, tu es parti. D'accord. Guillaume Soro est parti. Guillaume Soro, Alassane Ouattara, il a dit quoi? Le président Alassane Ouattara a dit que lui, il est RDP. Guillaume Soro dit, lui, il n'est pas RDP, il a créé son GPS. Laurent Gbagbo, il dit qu'il est PPACI. Guillaume Soro, Charles Goudé dit qu'il n'est pas PPACI, il a créé son COGEP. Qu'est-ce qu'il a encore à chercher à le rencontrer? Je ne sais pas pourquoi. Et au point de venir chaque fois le vilipender sur la toile. Moi, je dis que Charles Goudé, il a beaucoup à faire. Il n'a pas vilipendé Laurent Gbagbo. Non, mais ça ressemble à ça, à la limite. Beta Michel, allez-y. Vous savez, j'ai fait cette analyse-là même avant, avec Kofo, ce que Kofo vient de faire. J'ai comparé Blé Goudé à Soro Guillaume. J'ai dit, mais Blé Goudé, Soro, il dit c'est son père. Il a marqué la rupture. Il ne cherche plus à revenir chez Ouattara. Mais Blé finit de parler et puis il veut encore se donner les moyens de s'approcher de Gbagbo. Je dis, quand tu as fini ça là, prends ton chemin. Prends ton chemin. Ce que tu as dit là, hein? C'est toi qui dis il n'a pas attaqué Gbagbo. Mais qui est le problème? Si toi, ton épouse, on accuse ton épouse d'être à la cause de la division avec certains amis, mais c'est de toi on parle, hein? C'est pas de ton épouse. Non, faut pas te leurrer. Blessé, de quoi il parle? Il a attaqué directement Laurent Gbagbo et il prétend encore être son fils. Bon, moi je dis il faut être lucide. Blé, il a manqué de lucidité depuis son retour et vraiment il le paye cash son score avec Simon Gbagbo. Ça le démontre. Aujourd'hui, il va à législative. On se demande combien de livres il aura. C'est toutes ces questions-là qui sont essentielles. C'est-à-dire, le COGEP est devenu, c'est comme je disais tantôt à certains, c'est le parti de Blé Goudé et non, il n'a même pas d'ancrage local. On le connaît à partir de Blé Goudé. Je ne sais même pas où encore sont ces cadres dans les localités, dans les différentes localités. Mais à Gagnoua, je ne trompe pas, à Gagnoua, dans le département de Gagnoua, Simon Gbagbo a eu 700 voix. Vas-y. Voilà. Donc, pour vous dire que, en fait, alors que Blé Goudé, qui est de la région, a appelé à voter. Donc, je dis, tu n'as pas d'ancrage, cherche à en avoir.
cherches à développer ce que tu as D'accord. créé que de vouloir vilipender ce qu'un autre a créé et puis te mettre encore comme un de ses, un de ses fils, comme on lui dit lui-même. Mais il n'est plus au niveau du fils de Laurent Gbagbo, il est au niveau de où il doit faire son chemin. Et le chemin n'est pas facile, c'est pourquoi je pense qu'il est tant bien que mal de naviguer à vue, mais ça le dessert. D'accord. Alors, monsieur, on va boucler ce premier sujet. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. Pour le deuxième sujet, là, on va parler du PDCI, dont le porte-parole, Bredoumi Soumaïla, a été placé sous mandat de dépôt. À tout de suite. Rentrée de Paris, la capitale française, le dimanche 23 novembre 2025, le porte-parole du PDCI, Bredoumi Soumaïla, a été convoqué à la préfecture de police le mercredi 26 novembre 2025. Après une garde à vue, il a été placé sous mandat de dépôt hier jeudi 27 novembre 2025. 11 chefs d'accusation lui sont reprochés. On les découvre avec Maître Blessy Chrysostome dans cette vidéo. Premièrement, il est poursuivi pour acte terroriste, appel à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie. Il est poursuivi pour vol. Il est poursuivi pour incendie volontaire de biens publics et de biens privés. Il est poursuivi pour incitation au meurtre. Il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est poursuivi pour atteinte à l'ordre public. Il est encore poursuivi pour incitation à la révolte populaire. Il est poursuivi pour inobservation d'une décision de justice ou administrative. Il est enfin poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Donc, M. Bredoumi est poursuivi pour toutes les infractions qui existent dans le code pénal ivoirien. Nous pensons que le droit doit être dit. Monsieur, voici ce que le journal Le Quotidien d'Abidjan nous dit à sa une du vendredi 28 novembre 2025. Situation sociopolitique, le régime refuse la voie de l'apaisement. Thierry Adama, qu'en pensez-vous? Le régime refuse la voie de l'apaisement. Bon, je pense que c'est beaucoup trop dit. Lorsqu'on est accusé de ces chefs d'accusation, 11 chefs d'accusation, au nombre desquels on parle de terrorisme, acte de terrorisme, incitation à la haine, et puis atteinte à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État, c'est des choses qui sont très graves au point de passer l'éponge là-dessus. Donc pour moi, vraiment, c'est pas une question, c'est une question de sûreté de l'État. C'est une question de sécurité nationale, donc c'est des choses qui sont très sérieuses. Cela ne veut pas dire qu'il faut, parce qu'il est député, il bénéficie de l'immunité parlementaire, donc il faut essayer de dire que non, parce que tout simplement c'est un député. Il est député, certes. Beaucoup pensent que cette immunité parlementaire a été bafouée à travers cette situation. Justement, Khalil, vous le savez mieux que moi, l'immunité parlementaire ne veut pas dire, lorsque vous avez l'immunité parlementaire, ça veut dire que vous bénéficiez d'un certain nombre d'actes. Donc, vous êtes couvert d'un certain nombre d'actes, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que... Exact, une sorte de parapluie. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes totalement exempt de toute poursuite judiciaire. Par exemple, lorsqu'on prend le cas de flagrance, par exemple, en droit, lorsqu'il y a un flagrant délit, lorsque le député est pris en flagrant délit,
Et il Comme ne c'est fait le plus cas pour Brédoumi. exactement comme c'est Selon, son cas actuellement. la justice. Franchement, selon la justice, il ne peut pas bénéficier de l'immunité parlementaire. Lorsque le député commet un crime, il ne peut pas bénéficier de l'immunité parlementaire. Donc, actuellement, il est reproché à notre cher député d'actes terrorisme. Donc, c'est des choses qui sont assez graves pour qu'on passe d'immunité parlementaire actuellement. Béta Michel? Mais vous savez, quand on regarde ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas Brédoumi le problème. C'est qui le problème? C'est tout le drame de notre démocratie qui se joue. Vous imaginez les députés qui sont le contre-pouvoir. Aujourd'hui, s'ils doivent exercer pleinement leur pouvoir, avec cette épée de Damoclès que le pouvoir RADP vient de brandir sur les têtes, que tu peux être poursuivi à tout moment, que tu peux être enfermé sans procédure, tu peux être saisi aujourd'hui. Mais attends, depuis quand ils ont porté une plainte contre Brédoumi? Dites-moi. Donc, quand il est arrivé le dimanche, c'est là tous ces faits-là se sont produits. Bien, on lui a fait signifier ça une fois. Moi, je dis, mais c'est tellement grave ce qui se passe. On voit un fait flagrant de manipulation de la justice à des fins politiques. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, moi, je pense, si de toi à moi, si Brédoumi avait commis ces faits-là, déjà, il y avait une plainte contre lui. Ce n'est pas quand il vient là qu'il a commis. Il y avait une plainte contre lui. Et cette plainte-là, quand tu viens, il lui avait déjà été signifié, et quand tu viens, on lui met la main dessus. Mais il n'a bénéficié d'aucune plainte. Quand il arrive le jour-là, on dit voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Mais attends, comment arrivons-nous à jouer ainsi avec la justice? C'est quoi cette manière de manipuler les faits juridiques? Mais tous les députés sont en danger. Bon, je pense que la prochaine législature qui vient, c'est à eux d'apprécier, parce que le fait de Brédoumi doit être un cas d'école pour eux. Est-ce que votre immunité parlementaire tient encore, ou bien elle a encore droit de citer dans notre démocratie? Non, je crois que non. Et le pouvoir de RDP vient de nous le prouver. Aujourd'hui, les députés sont des citoyens en lambda, comme tout le monde. On va les arrêter. Si le jour que le pouvoir n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, ils vont les arrêter, ils vont les frapper de toutes sortes de crimes, et puis ils vont les jeter en prison. C'est le drame que nous vivons aujourd'hui. Et moi, je suis plutôt outré qu'on se taise, parce que ça devait nous interpeller tous. Nous dire, mais attends, ceux qu'on va élire pour pouvoir défendre nos droits, s'ils peuvent être bafoués comme ça, mais ce n'est plus la peine. De quoi parlons-nous? On nous parle de flagrant délit. Mais flagrant délit, il y a des faits constitutifs du flagrant délit. Mais il faut un rapport. Il y a des faits qui lui sont reprochés. Oui, mais il faut le dire. Acte terroriste, appel à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie. Vous pensez qu'avec sa représentativité, vous savez que l'enfermement là, en termes de justice, c'est l'exception. Sinon, il bénéficie d'abord de la présomption d'innocence. Donc, on doit peut-être l'assigner en résidence et puis l'entendre, en attendant de prouver les faits et le condamner. Mais on le condamne d'abord, et puis on s'en va chercher. Dans la procédure, on va respecter les principes démocratiques. Tous sortes de principes élémentaires en matière de juridisme n'ont pas été respectés sur cette affaire Brédoumi. Et c'est dommage. Parce que, vous savez... On va chuter là. Je vais chuter là. La Côte d'Ivoire est une jeune démocratie dans laquelle il faut construire une nation. Il ne faudrait pas rester là sur des éléments aussi basiques que tout le monde peut comprendre parce qu'ils sont écrits, tout le monde peut lire, et puis vouloir bafouer le droit. D'accord. Ça ne donne plus de crédit à nos institutions. D'accord. Je vais venir à vous, permettez que vous réagissez. Écoutez, moi je ne suis pas juriste, mais je suppose que quand on parle de flagrant délit, on a pris la main dans le sac. On a pris la main dans le sac. À ce moment-là, il n'y a plus d'enquête à mener, je veux dire. Voilà, on a pris sur les faits à la limite, et puis bon, c'est géré. Moi, je me souviens un peu du cas de Alain Le Bougnon en 2019. Donc pour vous, il n'y a pas lieu de poser une plainte contre oui, tout ce dont parle Béta Michel. Voilà. C'est nécessaire quand on parle de flagrant délit. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a plus mais les flagrants délits étaient des faits constitutifs du flagrant délit aussi. Justement, il faut les évoquer, il faut les mettre sur la table. Et justement, pour parler dans ce sens-là, moi, je vais évoquer un cas de Alain Le Bougnon. Alain Le Bougnon en 2019, je me souviens de l'arrivée manquée de Guillaume Soro à Abidjan, où l'avion aurait été dévié sur Accra. Mais le premier tweet qui a dit que l'avion a été dévié sur Accra et que il y avait des gens positionnés à l'aéroport d'Abidjan pour arrêter Guillaume Soro dès son atterrissage à l'avion, c'était un tweet du ministre Alain Le Bougnon. Et c'est ce tweet-là qu'il a envoyé en prison après. Voilà. Mais le procureur Adou Ducha à l'époque,
quand il évoquait ces faits-là. Ce n'était pas le même jour que Alain Le Mignon a été jugé, mais c'est plus tard que ce tweet-là a été sorti, et pour justifier le fait que c'est un cas de flagrant délit, il a dit que le tweet est en ligne, a été posté, et le tweet est en ligne jusqu'à aujourd'hui. J'imagine que les vidéos, je ne suis pas juriste, je ne suis pas en train de justifier les poursuites de la justice, mais je dis que j'imagine que si aujourd'hui encore les vidéos que M. Brandoumy a fait sont encore en ligne jusqu'à aujourd'hui, je suppose que ça, bon, je suis pas juriste, mais je dis que ça pourrait constituer des preuves pour la justice, pour dire que oui, ça c'est un cas de flagrant délit, puisque Alain Le Mignon, c'est avec ça que justement Abdou Richard tu parles des vidéos, tu as des vidéos de lui. D'accord, ok, Thierry, allez-y. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je voudrais rafraîchir un peu les mémoires, puisqu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire vient de naître. La Côte d'Ivoire, on vient de loin. D'abord, le 16 octobre 1999, après une marche du RDA à l'époque, les députés, la direction du RHDP avait été arrêtée. Du RDA, autant pour moi, avait été arrêtée. Et tous les cadres du RDA à l'époque ont été mis en prison. Au nombre de ces cadres, il y avait 4 députés. Je dis bien 4 députés. Et il y avait Feu Amadou Gon Coulibaly, il y avait Ngolo Coulibaly et 2 autres dont j'ai oublié un peu les noms. Donc ça, c'est juste vous rappeler que nous ne venons, et c'est pas aujourd'hui, là, si on s'en tient au propos de notre, si on s'en tient, voilà, justement, si on s'en tient au propos de M. Michel Betta, qui dit que la démocratie est en mal aujourd'hui. S'il vous plaît, je viens. Si la démocratie est en mal aujourd'hui, donc ça veut dire que depuis le président Henri Konan Bédié, la démocratie était déjà en mal. Donc, je vais chuter sur le cas de M. Brandoumy, l'honorable Brandoumy. S'il ne se reprochait absolument de rien, vous vous rappelez que le monsieur, il a quitté notamment Abidjan, et c'est une fois en France, il a dit qu'il est en exil. De quoi il s'il vous plaît. On va le laisser parler. Je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais. Tu imagines des faits, puis tu il était parti il a assisté aux élections ici. Il était à Paris. Non. Est-ce qu'il a assisté aux élections? Allez-y. Non, il me dit que j'imagine des faits. Allez-y. Donc, le monsieur, il a quitté notamment, selon ses propres termes, et il est parti en Europe. Et je me rappelle de l'une de ses interviews où l'un de ses co-débattrices lui a demandé « Vous êtes ici à Paris, pourquoi ?» Il dit « Je ne vous répondrai pas. Si vous m'invitez sur votre plateau, je vais vous répondre. » Pour dire quoi? Il était en exil, selon ses propres thèmes. Ah, c'est qui t'a dit? Il était en exil. Mais s'il n'était pas en exil, pourquoi il n'a pas assisté aux élections? Attends, quand tu t'entends parler, tous ceux qui n'ont pas assisté aux élections, ils étaient en exil. Non, étant le porte-parole, bon, du coup, pourquoi il a quitté la Côte d'Ivoire? Et puis il est parti en disant que non, j'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que tout simplement je me sens menacé. Si c'est ça menacé, c'est normal qu'il quitte. Il dit tout simplement. D'accord. Vous avez fini, finissez rapidement, on va passer. Non, j'aurais souhaité qu'on soit un peu truc. Oui, voilà, il faut qu'on soit un peu. Allez-y. Je ne veux pas employer des mots, des gros mots, mais j'aurais souhaité qu'on laisse les gens. Oui, bon, le monsieur, il est parti en exil. Il dit que la justice, il a été appelé par l'un de ses proches pour lui dire que non, la justice va mettre la main sur toi et qu'il est parti. Et donc, sur cette base, s'il est parti, moi je voudrais savoir, son retour, est-ce que les charges qui lui étaient reprochées avant qu'il ne parte, est-ce que ces charges ont été évacuées? D'accord. Si ces charges n'ont pas été évacuées, donc il s'attendait plus ou moins qu'il serait arrêté. D'accord, c'est bien noté. Betta Michel? Non, vous savez, il ne faudrait pas qu'on fasse de la fiction. Hein? Les faits de justice sont des faits, comme on le dit. C'est-à-dire, Brandoumy n'a jamais fait l'objet d'une convocation. Il n'a pas fait l'objet d'une convocation.
aucune plainte n'a été déposée contre lui. Il a reçu une convocation pour la Non, préfecture de police. Quand il est venu, et puis c'est une convocation mais sans motif. Sans motif. Si vous pouvez voir la convocation, ça a été publié. Voilà, elle a été sans motif. Pourquoi? Le fait là, c'est qu'il a été convoqué par la préfecture. Non, mais c'est maintenant. Quand quelqu'un dit pourquoi il est parti, mais chacun sort quand il veut. Chacun voyage quand il veut. Après, le président Ouattara a voyagé, il est revenu, ça fait combien de temps? On va lui demander pourquoi tu es sorti. Mais peut-être que c'est le timing de son départ de la Côte d'Ivoire qui suscite. C'est même pas interrogation. Attends, Khalil, c'est même pas attends, quand il doit, selon vous, à quel moment on sort de la Côte d'Ivoire? Dites-moi, chacun sort quand il veut. S'il vous plaît, on va voir ce que chacun sort quand il veut. Chacun sort quand il veut. Quand il n'y a pas de restriction à ta liberté, tu sors quand tu veux. D'accord. Si tu veux sortir aujourd'hui, tu sors. Si tu veux aller là, tu vas. Maintenant, quand est-ce que être parti, c'est dit que tu fais l'objet de poursuites. Mais c'est que nous tous sommes menacés. Parce que demain, même moi-même, je vais partir. Non, mais c'est parce que je suis menacé. À la pub. Arrêtons de vouloir dramatiser les faits évidents quand même. D'accord. Je ne pense pas que M. Blédemi soit poursuivi parce qu'il est sorti du pays. Non, sorti du pays, c'est un acte. Ouais. Mais je veux dire, il parle du PDCI-RDA, le PDCI qui est membre du Front commun, qui a appelé à boycotter l'élection présidentielle. On a vu les violences qu'il y a eu. Peut-être que c'est pour l'entendre là-dessus, certainement. Pour l'entendre, on te met en prison. D'accord, monsieur, on va se retrouver dans un instant. Le temps de marquer une courte pause et on se reparle juste après. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allons, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les Entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand Tidi Blegoudé, on commence à l'insulter. Tidi Gbagbo, on l'insulte ici. Simone, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allons, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les Entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand Tidi Blegoudé, on commence à l'insulter. Tidi Gbagbo, on l'insulte ici. Simone, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. Nous sommes de retour sur le plateau de la revue de presse grand format. Vous êtes sur l'Intelligent TV. Nos invités sont toujours avec nous. Nous parlons de la situation juridique de Brédoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA. Messieurs, cette dernière question à tous les trois pour terminer avec ce sujet avant d'évoquer celui qui concerne la Guinée-Bissau. Est-ce que cette situation que vit Brédoumi Soumaïla peut impacter la participation du PDCI-RDA à l'élection des députés du 27 décembre 2025? Kofo. Je pense que le porte-parole du PDCI-RDA, Brédoumi, est candidat aux législatives lui-même, dans sa localité. Et je pense que déjà, si condamnation il doit y avoir, c'est clair que le PDCI n'aura pas de candidat dans ces zones-là.
Et ça, justement, c'est un manque à gagner au niveau du PDCIDA. Maintenant, vous savez que ce qui s'est passé à cette élection présidentielle, il y a eu quand même des violences, il faut le dire. On se souvient de ce qui s'est passé à Yamoussoukro et dans beaucoup d'autres localités. La Côte d'Ivoire, encore une fois, enregistré des morts. Je pense que le pouvoir a décidé peut-être de sévir, au plan judiciaire pour faire payer aux uns et aux autres leurs péchés. Mais en même temps, moi, je me dis que, j'ai déjà dit ici sur un plateau, vraiment, je ne suis pas trop pour cette option judiciaire. Je me dis que en 2020, la crise qu'on a connue a été beaucoup plus violente que celle-là. Mais n'empêche que le président Alassane Ouattara a trouvé les moyens de trouver un terrain d'entente avec son aîné, Henri Konan Bédié. Ça pourrait se faire, ça pourrait se refaire. Vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que moi j'appelle vraiment de tous mes voeux. Beta Michel. Vous savez, moi je dis, cette condamnation, je dis même à la limite, c'est une condamnation hors sens, qui n'a même pas de sens au plan juridique, au plan politique, de l'honorable Bendoumi Smaïla, doit être un acte de résistance, non seulement pour ceux qui sont en prison et qui sont candidats, mais pour les populations ivoiriennes. Parce que c'est une manière de vouloir bâillonner l'opposition. Et l'opposition ne doit pas se taire. Il ne faut pas donner l'impression que la contestation est un crime. Parce que contester un 4e mandat et qui légalement n'est pas admis constitutionnellement, c'est un droit. Et c'est un droit légitime de la population, de l'opposition. Donc c'est ce que l'opposition a fait. Si l'opposition l'a fait aujourd'hui, qu'on veut emmener tous à intimider les leaders de l'opposition, il faut que les populations répondent dans les urnes en votant ceux qui sont en prison, en votant les députés de l'opposition, pour montrer leur résistance face à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intimidation, l'intimidation de l'opposition, de vouloir rendre l'opposition muette pour pouvoir mieux imposer ses vues dans ce pays-là. Il faut qu'on dise non, ça suffit. Trop, c'est trop. Thierry? Oui, merci beaucoup pour la question. Et bien avant cela, je voudrais dire à mon cher aîné, M. Beta, que tout simplement, qui mieux que le procureur connaît les droits pour dire si M. Bendoumi est inculpé ou pas. Donc, ce n'est pas à lui d'insinuer quelque chose ou bien d'essayer de dire que non. C'est une façon de bâillonner. C'est une façon de bâillonner. Non, il m'a interpellé. Moi, je ne l'ai pas interpellé, il m'a interpellé. C'est une façon de bâillonner. Beta, vous le laissez pas là. Il m'a interpellé. En disant que c'est une façon de bâillonner l'opposition ou bien mettre à mal la démocratie. Et je pense qu'il joue bien son rôle d'opposant, mais je souhaiterais qu'il y ait... Il n'est pas opposant sur ce plateau. J'aurais souhaité qu'il... Il est ici en tant que journaliste... dans la posture de l'opposition, c'est ce que moi je lis. C'est ce que moi je lis. Et toi, tu es dans quelle posture? Moi, je suis dans la posture du militant des RHDP, si tu veux. Bon. Ouais, moi, je ne me cache pas. Je suis dans la posture du militant des RHDP. Mais c'est ce que je ne suis pas, tu dis. D'accord. Donc, moi, je ne me suis jamais caché. Allez-y. Donc, je disais quoi? Lorsque vous me posez la question de savoir est-ce que cela aura des conséquences sur la participation du PDCI. Bon, qu'il y ait conséquences ou pas, nous, c'est ce qui nous arrange. S'il veut, bon, moi, je vais pas m'en cacher. C'est ce qui nous arrange. Si le PDCI, nous, on va pour essayer d'avoir la majorité des sièges au Parlement. Si déjà, M. Bendoumi... C'est pourquoi ils sont condamnés là? Non, ça n'a rien à voir. Okay. Le procureur n'est pas un militant du RHDP. Mais il joue bien le jeu, c'est toi, tu l'as dit. Je te laisse la paternité de tes propos. Donc, c'est à toi de voir. Donc, je disais, le procureur n'est pas un militant du RHDP. Il joue son rôle. Lorsque la sécurité nationale est menacée, il est de son droit d'interpeller quiconque. D'accord. Donc, sur ce point, il faudra qu'on soit d'accord. Ça n'a rien à voir avec le RHDP. Moi, je pense en un mot, que le PDCI pourrait vraiment tirer quelque chose de bon de cette affaire-là. Parce que, justement, en se victimisant, par exemple,
Eh bien, écoutez, hein, on est bâillonné de toutes parts. Ils ne sont pas victimes, quoi. Voilà. Jouer sur l'empathie. Voilà, et dit que voilà. Jouer un peu sur le sentiment. Ils te victimisent, toi, ils ne sont pas victimes. Jouer un peu sur les sentiments des Ivoiriens. Arrêtez ça. Et ça, justement, moi, je suis d'accord avec Beta. Non, c'est faux. Ça peut permettre d'essayer d'engrandir quand même quelques non, il ne faut pas voir ça comme ça. Je le dis parce que c'est des faits. C'est pas parce que c'est juste pour émeuter les uns les autres. Vous imaginez un député qui se fait arrêter comme un citoyen lambda? Non, il faut trouver la manière, il faut trouver les mécanismes qui existent. Les mécanismes existent. On n'a pas dit pourquoi le député est interpellé, mais on dit pourquoi le député est interpellé sans respecter les mécanismes qui existent. C'est ça lesquels? D'accord. Monsieur, on se retrouve dans un instant pour le troisième sujet. Messieurs, pour terminer cette émission, parlons de ce sujet qui domine l'actualité ouest africaine, le coup d'État du mercredi 26 novembre 2025 en Guinée-Bissau qui a renversé le président Umaro Sissoko Embalo à la suite de la présidentielle du 23 novembre 2025. Le président déchu est arrivé à Dakar, au Sénégal, hier jeudi 27 novembre 2025 à bord d'un aéronef affrété par l'État sénégalais. L'instigateur du putsch, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le général Horta Ntam, a été investi à la tête de la transition jeudi 27 novembre 2025 pour une durée d'1 an. La presse sénégalaise en parle justement. À la une du quotidien sénégalais Enquête, c'est écrit ceci: Guinée et Bissau, drôle de coup d'État. Cet autre quotidien sénégalais, Raoumi, s'inscrit dans cette même dynamique avec son titre Guinée-Bissau, un coup monté ou un coup d'État. Messieurs, quel est votre avis sur ce putsch, Beta Michel? Un coup monté aussi selon vous? Non, vous savez, tout ce qui n'est pas de l'ordre constitutionnel nous écœure. Vous savez, ils étaient dans un processus électoral. Lorsqu'on a entendu le président sortant dire qu'il a gagné. Voyez-vous, cette manière de manipuler la justice là, cette manière de manipuler tout ce qui est institution là, c'est ça qui est la base de cette rupture de l'ordre constitutionnel. Et c'est pourquoi quand on le voit dans nos pays, nous sommes outrés, nous sentons vraiment offensés, nous sentons meurtris, parce que vous n'imaginez pas quel retard ce pays-là va occasionner encore. Déjà que c'est un pays pauvre, qui est un pays plaque tournante de la drogue, mais quand les institutions sont bafouées de la sorte, mais ça va encore amplifier la criminalité dans la zone, parce que la drogue est un moyen de saper les fondements de l'État. Et ça, quand on le sait, ce pays-là a besoin plus de sécurité, de stabilité que de ces jeunes militaires au pouvoir, de ces présidents qui sapent les institutions par leurs agissements. Bref, moi je dis qu'aujourd'hui en Afrique, nous sommes face à un défi, celui de respecter nos institutions. Je me rappelle de ce que notre président du Conseil constitutionnel, Feu Francis Vaudier, disait. Il dit ce qui l'a amené à démissionner du Conseil constitutionnel, c'est l'émission intempestive du président Ouattara dans les décisions du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que nous arrivons à fragiliser nos institutions, nous arrivons à fragiliser notre justice et nous voulons qu'elle joue un rôle prépondérant dans la consolidation de la nation. Et quand c'est comme ça, nous assistons à ce genre d'arrêt brusque de l'ordre constitutionnel, et ça c'est réparti encore pour le rétablissement de cela. Ils ont dit 1 an. Je ne crois même pas qu'ils vont respecter. Pendant ce temps, la sous-région devient encore une zone de criminalité. Pendant ce temps, la sous-région devient une zone où la drogue va prendre encore de l'ampleur. Les terroristes vont faire leur nid. Et tout cela pour le malheur de nos populations. On travaille pour nos populations. On travaille pour créer une nation. Et il faut que cela se fasse avec des institutions fortes. D'accord. Alors, Kofo, la CEDEAO a réagi. Elle a bien évidemment condamné ce coup d'État. Elle a même appelé à rétablir l'ordre constitutionnel. Comment vous trouvez la réaction de la CEDEAO face à ce coup d'État? Mais c'est la réaction, comment dire ça, habituelle. La CEDEAO nous a habitués à ce type de réaction chaque fois. Quand il y a un coup d'État quelque part, on nous dit bon d'accord, il faut rétablir l'ordre constitutionnel. On condamne. Mais tout le monde, en tout cas moi, personnellement, c'est ce qui m'a surpris dans ce coup d'État. Il faut le dire honnêtement. Dites-le. C'est le seul coup d'État au monde où le président renversé est toujours en contact avec l'extérieur. On l'appelle, son numéro passe. Et lui-même, il rassure les gens pour dire, écoutez, ce coup d'État-là s'est déroulé vraiment pour le bien du pays. Ce coup d'État.
Donc, c'est un coup d'État pour lequel, contre lequel on ne doit pas, devant lequel, normalement, on ne doit pas s'apitoyer. Voilà. Il faut chercher à comprendre ce qui a conduit, ce qui a mené à ce coup d'État-là. Est-ce que c'est un coup d'État? Ou bien est-ce que, en réalité, c'est une fuite en avant du président sortant? Parce que lui-même, il avait dit, quand il devait être élu pour son premier mandat, il a dit qu'il viendrait à la tête de la Guinée-Bissau pour un seul mandat. C'est chemin faisant qu'il a eu l'idée de briguer un autre mandat. Bon, est-ce que c'est une façon pour lui de, en réalité, laisser tomber l'affaire? Parce que tout à l'heure, Beta parlait du président, enfin, lui et son clan, qui disaient qu'ils avaient gagné l'élection, mais aussi l'opposition aussi disait qu'il avait gagné. Elle avait gagné. Donc finalement, qui avait gagné? Est-ce que Ambalo a fui, je veux dire, une crise post-électorale, éventuellement? Est-ce que c'est une fuite, une crise post-électorale? Voilà ça. Parce que quand on écoute, je veux dire, tout ce qu'il y a eu comme communication autour de ce coup d'État-là, on se rend compte que c'est un arrangement, à la limite. On n'a pas encore toutes les clés de l'affaire. Pour vous, c'est un coup mais ça ressemble à un coup monté, en réalité. Quand on voit un peu la une de nos confrères sénégalais, eux sont plus proches même du pays, puisque le pays est dans le Sénégal. On a l'impression que c'est un coup monté. Et ça, si c'est un coup monté, c'est un vilain coup monté. Parce que déjà, notre région est déstabilisée par tout ce qu'il y a comme terroriste. C'est la Gambie qui est dans le Sénégal. La Gambie. La Guinée-Bissau est à côté. Tout juste à côté. Donc voilà, tout juste à côté. Voilà, ça veut dire que les Sénégalais, à la limite, ils savent un peu, je veux dire, mais je ne dis pas qu'ils ont la vérité infuse, mais je veux dire que ça, si c'est un coup monté, c'est un mauvais coup monté. Parce que en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, on a le Burkina Faso, on a le Mali, on a le Niger, on a la Guinée, qui heureusement est en train de sortir de l'affaire. On ne va pas encore venir mettre la Guinée-Bissau et qui encore après. Voilà, donc je pense que c'est des choses vraiment à condamner. D'accord. Si c'est un coup monté, je pense que c'est un mauvais coup monté. D'accord. Et si c'est un coup d'État, vraiment il faut le condamner. Thierry, on finit avec vous sur ce sujet. D'accord, j'irai sur la même lancée que mon cher confrère Kofo. Et vraiment, un coup d'État, si c'en est un, vraiment c'est à déplorer. Et si c'est une comédie politique aussi, je pense que les acteurs ont mal ficelé leur scénario. Donc pour dire quoi, c'est vraiment déplorable pour la Guinée-Bissau. Pour qui, je pense que la Guinée-Bissau, d'abord, j'ai fait un rappel de mémoire. La Guinée-Bissau a eu son indépendance en 1974. En 1974, déjà, puisque nous sommes déjà pris par le temps, je vais aller plus rapidement. De 1974 à aujourd'hui, ça fait déjà 5 coups d'État. C'est énorme. Et sans oublier un coup d'État raté. Donc, ça fait pratiquement 6. D'accord. Donc, pour dire quoi, c'est vraiment déplorable. Hein. Il faut vraiment arrêter avec ce genre de coups en Afrique. Nous sommes déjà en retard. Merci beaucoup, messieurs Thierry Adama, Beta Michel, Jean-Hubert Kofo. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau pour décrypter pour nos téléspectateurs, l'actualité de cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.